Le drame des enfants parfaits. Dans une société où tout va vite, où on veut produire et être efficace, est-ce qu'on pressurise nos enfants? C'est une réflexion que Céline Lamy a fait dans son livre « Le drame des enfants parfaits ». Avec elle, je suis allée poser une réflexion sur notre regard sur l'enfance. Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on les considère? Est-ce qu'on leur accorde le temps dont ils ont besoin pour grandir? Alors, bienvenue dans La nature de l'enfance. Salut Céline! Salut! Ça va bien? Oh oui, très bien. Merci de l'invitation. Ouais, merci d'être là. Je me sens vraiment choyée de t'accueillir aujourd'hui dans La nature de l'enfance. Céline Lamy, docteur Céline Lamy, tu es pédopsychiatre depuis 15 ans environ? Maintenant, plus de 15 ans. J'ai calculé, on est plus proche de 20, mais par pudeur, je dis vers 15 ans. Ça évite qu'on calcule mon âge. Tu es aussi maman, oui, auteur. Tu es aussi professeur en psychiatrie. Oui, à l'Université de Montréal. Oui. Et auteur, justement, tu viens d'écrire Le drame des enfants parfaits. Et c'est de ça qu'on va s'inspirer aujourd'hui pour aller jaser de l'enfance. Ton petit livre violet, ton petit livre lila, pardon, que tu appelles. Avec lui, tu nous emmènes dans une dénonciation un peu, tu amènes à une réflexion sur le fait qu'on pathologise l'enfance, qu'on vient psychiatriser l'enfance dans des choses qui, en fait, sont normales. On s'en vient dans ce rythme-là, ce rythme rapide où on veut produire, où on veut être efficace, où on veut consommer. On fait un peu la même chose avec nos enfants, mais de par leur nature, j'ai appelé comme ça, la nature de l'enfance. Ils font du bruit, ils poussent dans tous les sens. Et au contraire, parfois, ils vont très, très lentement. Oui. Et ils nous amènent, ils nous appellent, j'ai envie de dire, par tous leurs sens, à ralentir, à les écouter, à connecter. Mais c'est pas ce qu'on fait. Non, c'est vraiment l'inverse. On fait, je parle dans l'essai d'agriculture intensive de l'enfance, mais on est vraiment dans une tentative d'accélérer le processus de l'enfance pour les faire sortir le plus vite possible de cet état, comme si c'était une maladie. Raison pour laquelle je dis souvent l'enfance n'est pas une maladie. Non, c'est pas quelque chose dont on devrait sortir très vite pour devenir quoi? Adulte, raisonnable, un citoyen. On sait pas trop, mais effectivement, l'enfant qui est dans une autre temporalité, comme tu le dis très justement, nous, on est dans l'agenda, la montre, le chronos. Eux sont vraiment plus dans le kairos, au sens grec, qui est l'agrippement de l'instant, puis dans la prise de l'autour. Je me laisse aller avec ce qu'il y a autour, je résonne avec l'autour. Et de fait, on est dans deux temporalités extrêmement différentes et on voudrait les forcer à rentrer dans la nôtre tout en disant « il n'y arrive pas, c'est trop lent » ou alors « il est agité ». Mais nos enfants, je le dis souvent, on entend souvent dans une journée que deux phrases, c'est « dépêche-toi » ou « attends minute ». Donc, c'est ça, c'est très paradoxal, mais c'est ça. Donc, dépêche-toi quand c'est ma temporalité, puis attends minute quand c'est toi qui me réclame et que là, par contre, je suis pas disponible. Donc, oui, effectivement, les enfants nous disent de plus en plus, ça ne fonctionne pas. Les systèmes dans lesquels je suis, chers adultes, ne sont plus connectés, me forcent, me brusquent. Donc, je réagis. Je suis dans le comportement, l'agitation, le symptôme. Et plutôt que de vous poser à ma hauteur pour entendre, me voir, vous m'emmenez chez un docteur, par exemple, avec l'étiquette bris de fonctionnement, parce que c'est vraiment ça qui est écrit sur nos requêtes. En bris de fonctionnement. Ah oui? Oui, c'est le terme que j'ai découvert en arrivant au Québec sur les requêtes à l'urgence. Bris de fonctionnement complet. Donc là, ça veut dire il ne fonctionne plus à la maison, il ne fonctionne plus à l'école. Mais bris de fonctionnement. Okay. Donc on parle vraiment d'un enfant rendu à l'état d'objet qu'il faudrait réparer. Puis réparer, pourquoi pas à la limite essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas ce qu'on me demande. On me demande souvent qu'est-ce qu'il a
et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'il a. Donc très vite, la question du diagnostic, parce que le qu'est-ce qu'il a, c'est ça, c'est quoi son problème, c'est quoi son trouble. Et souvent, la réponse trop rapide, c'est celle, oui, de la médication, parce que on voudrait pouvoir orienter le jeune, par exemple, ou le parent, vers des structures qui vont pouvoir les soutenir au niveau de la vie de famille, etc. Mais les listes d'attente sont tellement longues qu'à un moment donné, oui, les médecins en première ligne, ils le disent et ils en souffrent énormément, ils n'ont pas le choix que de prescrire pour éteindre un feu, avant que le bris devienne non plus uniquement la problématique de l'enfant, mais aussi une sorte d'implosion familiale. Est-ce qu'à la base, tu as l'impression que c'était le problème de l'enfant? Je pense que dans ton livre, tu le nommais une fois, là, que dans le fond, à chaque surdiagnostic, on rassure un adulte. Ouais. Il y a effectivement, comme je le dis, je ne veux pas non plus qu'on me fasse le procès de « vous ne croyez pas au diagnostic ». C'est ça. C'est quand on parle de les troubles sont là, la médication est nécessaire quand le diagnostic est bien posé. Mais pour moi, un diagnostic qui se pose en 10-15 minutes, c'est impossible. Un enfant, c'est tellement complexe. Un humain est tellement complexe que c'est pas possible de circonscrire quelque chose en quelques minutes en disant j'ai la conviction que je sais ce qui se passe. Donc oui, l'enfant résonne énormément dans ce qui se passe autour de lui. J'ai plein d'enfants qui viennent avec des symptômes qui sont pas les leurs. Ils portent les symptômes soit de la famille, soit d'un parent qui va pas bien. Et c'est comme si l'enfant, très inconsciemment, arrivait avec ce symptôme et avec son parent en disant mais prends en charge mon parent. Ouais. Ça arrive souvent, effectivement, qu'on puisse dire, écoutez, je pense que c'est pas tant l'enfant qui a besoin que peut-être vous. Puis ça nous arrive d'orienter le parent vers une évaluation. Puis ça soulage certains. Dans mon premier livre, je parle de la santé mentale parentale, puis combien c'est encore tabou. Les parents cachent justement leur état en se disant, il se passera rien, il verra rien, je vais faire comme si. Mais l'enfant, il absorbe tout, puis il devient très symptomatique, alors qu'il porte le secret, en fait, de ce qui se passe à la maison. Oui, à la base aussi, il faut le nommer, c'est complexe d'être parent. Vraiment. C'est challengeant d'être parent. Nos enfants Vraiment. sont un miroir incroyable de nos propres défis aussi. Puis je pense qu'il y a plusieurs générations avant nous qui n'ont pas eu cet accès-là, ce droit-là à l'expression des émotions. Donc, si on ne fait pas notre propre travail, par nature, on le transmet un peu. Complètement. Y a pas, c'est d'une logique implacable et pourtant, ça ne passe pas encore tant que ça. C'est-à-dire qu'on va pointer l'individualité du problème, mais ça, c'est très systémique, c'est très sociétal. On va vraiment responsabiliser les individus sur le fait qu'ils sont inadéquats aux croches. Donc, des fois, c'est l'enfant, on le voit dans les médias, des fois, c'est les parents. Parfois, c'est les enseignants jugés incompétents, les médecins qui prescrivent trop. Mais tandis que dans les sous-systèmes, c'est ça, on internalise vraiment une sorte de responsabilité, voire de culpabilité. Malgré tout, l'État et le système plus au-dessus de nous, avec toutes ces injonctions, se désengagent pas mal de tout ça. Alors, c'est sûr que actuellement, on est dans un modèle très néolibéral. Donc, évidemment, ces injonctions-là de compétition, de performance, ça vient dans les maisons, ça vient dans la parentalité. Donc, on veut être des parents hôtes avec des enfants hôtes. Puis, c'est comme si l'enfant était aussi une sorte de continuité de nous-mêmes, où la réussite de notre enfant serait le reflet de notre propre réussite, quelle qu'elle soit parentale ou humaine. Et puis, quand ça marche pas, alors il y a déception, ce qui est vraiment, ce qui peut paraître surprenant, mais oui, il y a des parents qui nomment une déception face à leur enfant, tout en disant, je pense qu'ils le savent pas, mais les enfants, comme je le dis dans l'essai, ils savent qu'ils déçoivent leurs parents. Puis c'est tragique de voir ces enfants qui s'agrippent au regard pour être validés dans ce qu'ils sont et pas dans ce qu'ils font, en fait. Oui. Parce que c'est la recherche de l'amour inconditionnel. Ouais. Chaque enfant mérite cet amour inconditionnel-là pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il accomplit. Puis ils nous aiment inconditionnellement, les enfants. Puis c'est incroyable de voir même des enfants qui vivent des traumas graves dans des situations familiales compliquées. Mais même ça, ils ont un amour inconditionnel du parent. Ils arrivent à pardonner puis à expliquer des choses qui, de notre point de vue d'adulte, sont incompréhensibles. Mais les enfants
jusqu'à très très tard dans leur développement, tous les mots en isme, racisme, sexisme, capacitisme, les enfants, ils voient pas tout ça, ils aiment le monde avec un grand M inconditionnellement. C'est nous qui sommes très conditionnels finalement. Ouais. Tu parles du concept de résonance aussi dans Karine Côté. Voyons, je l'ai magané. Karine Côté-Andréetti aussi parle dans son livre sur l'amitié. Oui, mais c'est un peu ça aussi, c'est ce concept-là d'ouverture au monde. Les enfants, ils sont là, ils ont juste envie et besoin de recevoir cet amour. Exact, ils résonnent avec tout ce qu'il y a autour. Puis justement, Hartmut Rosa, dans son livre Résonance, il parle de cette accélération du monde néolibéral et il dit on va pas pouvoir décélérer. Alors, l'antidote, ça risque d'être, si vous acceptez ma proposition, c'est de raisonner, de se laisser toucher par la banalité des choses autour, mais c'est pas si banal que ça, puis se laisser toucher par l'autre, parce qu'on voit, on le sait plus le faire. Alors on paye des milliers de dollars pour 2 jours, pour réapprendre, genre la pleine conscience. Ouais. C'est des choses qu'on sait quand même faire, que les enfants savent faire, mais à un moment donné, précipités dans le chronos, on leur demande d'arrêter d'être dans la contemplation, l'émerveillement. Donc c'est pas qu'on sait on sait plus le faire ou qu'on a perdu cette capacité, mais c'est qu'on l'a bâillonné en fait. On prend pas le temps. On n'a plus le temps. Non. On prend plus le temps. On prend plus le temps, je pense qu'on fait des mauvais choix. On dit souvent on n'a plus le temps, mais c'est un choix de dire stop. Je sais que certains me disent oui, mais moi j'ai mon travail, c'est difficile, j'ai pas le temps d'être avec mes enfants, mais il s'agit pas d'un temps quantitatif. On parle ne serait-ce que le regard. Comment on valide notre enfant juste dans ce qu'il est et pas uniquement quand il y a un truc hot qu'il a fait. Ouais. Puis c'est un peu ça qu'on fait. On ne sait plus, est-ce qu'on sait vraiment qui est notre enfant et est-ce qu'on l'a vraiment observé? J'ai rédigé une chronique pour Radio Cannes il n'y a pas longtemps sur la résonance, puis en même temps que je rédigeais ça, Augustin, bientôt 4 ans, était en train de dessiner, puis je parlais de la résonance, puis d'observer notre enfant. Puis je me suis dit, c'est ça, je l'ai vu, je ne sais combien de centaines de fois dessiner, mais est-ce que je l'ai vraiment observé et regardé? Puis j'ai pris le temps, c'est ce que je disais à la chronique, puis là j'ai vu, il sortait sa langue, il ajustait ses doigts. Je me suis dit, waouh, mais c'est énorme tout ce qu'il fait pour dessiner, alors que ça a l'air d'être banal. C'est ça la résonance, vraiment. Puis ça a été au point où, c'est ça, j'ai redécouvert que je le connaissais finalement pas tant que ça à ce moment-là. Puis en précipitant dans le chronos, je lui dis « Oh, il est beau ton bonhomme !» Puis il me dit « Mais maman, c'est un virus !» Puis là, je me suis dit « Et voilà, on est vraiment dans le... » C'est un exemple parfait de essayer de raisonner ne serait-ce que quelques secondes avec notre enfant. Ça prend pas grand-chose, mais c'est comme si, imaginons-nous arriver d'une autre planète puis pas connaître ce truc-là en face de nous. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun postulat de base, puis juste observer, se laisser happer. Et on en découvre des trucs sur notre enfant. Oui, puis on est souvent dans cette posture-là de critique, qu'elle soit positive ou négative. On se place dans une posture d'observateur qui doit juger plutôt que celle de découverte que tu viens de nommer, où on pourrait simplement dire « T'as envie de me parler de ce que tu viens de dessiner? » C'est ça, exact. D'être vraiment plus dans l'ouverture, mais tu sais, je veux dire, je le fais aussi. Ben oui, non, mais c'est spontané. C'est ça, exactement, parce qu'il faut un peu désapprendre ça. Mais cette posture-là d'ouverture puis de résonance est si belle et nous emmènerait encore plus profondément dans la connexion avec notre enfant. Complètement. Puis j'en reviens aussi à la rapidité. Puis, tu sais, ici, souvent, je prône cette approche-là qu'on nomme comme développementale aussi. On parlait des besoins puis des comportements. Puis ce qu'on veut, c'est être efficace. Alors, on porte notre regard uniquement sur le comportement. Mais le comportement, c'est une expression du besoin de l'enfant ou de son émotion ou de ce qu'il ressent à ce moment-ci. Puis si on est dans une approche comportementale, on veut tasser le comportement, mais on finit jamais par répondre aux besoins au final. Donc ça s'intensifie, évidemment. Ça s'intensifie jusqu'à ce que ça s'éteigne. Puis c'est là que je vois ensuite des adolescents qui, à force d'avoir crié,
de façon très métaphorique ou symbolique, sont éteints et sont vraiment... Je trouve qu'il y a une vague là, d'adolescents qui sont très coupés de leurs émotions. Puis il y a des termes en psychiatrie, on parle d'alexithymie, de défaut de mentalisation, c'est-à-dire cette difficulté à se représenter son propre état intérieur et l'état intérieur des autres. Puis j'en viens à me demander, est-ce que c'est neurodéveloppemental ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis au fil du temps de je suis pas accueillie, c'est pas que j'ai pas dit, mais c'est qu'à un moment donné, à force, je vais pas non plus devenir aphone à force de crier au sens symbolique du terme. Donc je me débrouille un peu par moi-même. Puis c'est quand même aussi ce qu'on voit dans les enjeux d'attachement, quand on parle de l'attachement insécure, c'est ça qui se passe avec le nourrisson, c'est qu'à force de ne pas être entendu dans ses besoins, les nourrissons, certains vont décider, en tout cas choisir, de se couper de leur état interne, de leur état émotionnel, puis oui, ça donne des attachements insécures, évitants. Donc je pense qu'on est dans cette... c'est fou parce que les enfants n'ont jamais été aussi entourés, malgré tout, précautionneusement surveillés et aimés, et pourtant, je pense pas qu'ils aillent si bien que ça, en fait. C'est quand même quelque chose, hein. C'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens autour d'eux, mais de moins en moins de vrais liens. Oui, en fait, je réalisais ça en roulant dans ma voiture, sur mon 3e bouquin peut-être, qu'on est effectivement, les enfants sont pas mal tout seuls dans leur truc. Coupés d'eux-mêmes, de leurs besoins, parce qu'ils n'ont pas le choix à un moment donné, coupés de l'autre, coupés du vivant, de la nature. Donc, qu'est-ce qui reste que... Peut-être, oui, ce monde virtuel où là, on est très diabolisant en disant, mon Dieu, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, mais encore heureux qu'ils ont, c'est triste, mais qu'ils ont ces réseaux-là pour faire lien et qu'ils aient quand même ces mondes virtuels où ils peuvent encore être des aventuriers, vivre des expériences atypiques qu'on leur permet plus parce que... C'est ça, ils vont répondre à leurs besoins d'exploration. C'est ça. Donc c'est facile en tant qu'adulte maintenant de faire des articles à tout va sur le diable des écrans sociaux, des réseaux sociaux puis des écrans, mais qu'est-ce qui fait que les enfants ont trouvé, entre guillemets, plus sexy de se précipiter là-dessus? Questionnons-nous sur notre posture d'adulte et ce qu'on a plus su leur proposer. Oui, absolument. Alors, c'est sûr qu'après, au niveau marketing, puis au niveau de... Je veux dire, c'est fait pour qu'il y ait une sorte d'avidité, puis d'addiction. Mais malgré tout, je pense qu'on est capable de rendre la réalité aussi intéressante pour nos enfants. Ah oui, absolument. Puis tu sais, cette consommation-là aussi, elle est liée là, aux écrans. C'est Richard Louv dans son livre Une enfance en liberté, là, de Last Child in the Woods, qui dit que dans le fond, nos enfants devant un écran, ils sont rentables, ils voient des pubs, ils veulent des machins, des cossins, ils veulent ce qu'ils voient à la télé. Exact. Dans le bois, ils sont pas rentables. Non, il n'y a aucun intérêt effectivement à les faire aller dans le bois, en tout cas pour tout ça. Question de... Ah ouais. Mais puis si on se connecte à la nature, justement, tu parles beaucoup de cette déconnexion-là. Puis le sous-titre de ton livre, c'est pour une permaculture de l'enfance. Puis on en jasait un peu, tu trouves qu'il est un peu écarté. Mais très, en fait. Il est souvent présenté, c'est le petit livre lilas ou le drame des enfants parfaits. Et puis ce que je te disais dans une discussion, c'est que souvent, on me dit, oui, mais ça, c'est le constat, mais concrètement, on fait quoi? Puis je réponds, regardez le sous-titre pour une permaculture de l'enfance. Ça paraît innocent, mais ça l'est pas. C'est-à-dire que sortir de cette agriculture intensive et revenir vers une permaculture de l'enfance, mais en soi, si on comprend les fondements de la permaculture, l'importance du jardinier, de la posture du jardinier, d'un jardinier qui aime son jardin, qui connaît les éléments, qui respecte les saisons, qui respecte le rythme, la biodiversité, qui est pas dans des cultures mono-thématiques où je fais des lignes uniquement avec des plants de tomates, mais qui, en plus des plants de tomates, met du basilic parce qu'on sait que ça va... C'est ça, la permaculture. Puis je repense beaucoup à mes grands-parents. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents. Puis c'était... Sans le savoir, c'était des permaculteurs parce qu'effectivement, c'était un jardin
presque autosuffisant et luxuriant. C'est ça. Et puis, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de choses chimiques pour booster tout ça. Mais ils respectaient les saisons, ils respectaient le rythme, y compris la leur. Ouais. Hein, c'est-à-dire que quand si papy était pas bien et malade ou elle avait un lumbago, le relais était pris par grand-maman. Puis, tu sais, il y avait comme une sorte de l'histoire du village, mais tu sais, on s'aidait les uns les autres. La voisine, quand papy et mamie n'étaient pas là, venait prendre soin du jardin, venait vérifier que tout était correct. Moi, je descendais dans le village pour aller récupérer le lait que le cousin avait récupéré, avait trait, en fait. Tu sais, il y avait cette notion de village, puis d'amour, en fait, aussi de la terre, quand même, puis des petites pousses, en fait. C'est-à-dire que c'était pas... j'avais jamais entendu mon grand-père râler en disant c'est trop long avant que ça pousse, tu sais, puis je vais mettre je vais pas donner de marque, mais bref, il en parlait souvent parce qu'il disait la voisine du coin a répandu son truc sur ses plantes, puis regarde sur les pieds de tomates, c'est tout bleu, fluorescent, c'est dégoûtant, mais c'est pas ça la permaculture, justement. C'est ça. Puis pourtant, les gens venaient dans son jardin en disant « Mais tu fais comment ?» Il y avait cette notion d'être avec, d'être dedans, d'être relié. Puis s'ils voyaient une limace, s'ils voyaient un dorifort, s'ils voyaient... Tu sais, tout ça, tout faisait sens, en fait. Puis ça donne droit, justement, mais ça nous ramène au fait que tout ce qui a de la valeur, qui a de la beauté, prend du temps. Complètement. Ça prend du temps. Vraiment. Il faut se l'accorder, il faut le voir, il faut le respecter le rythme. On est des êtres de nature. Nos enfants, ils ont besoin qu'on respecte leur rythme de croissance à eux aussi. Puis leur cerveau, tu sais, c'est quand on dit ça prend 25 ans pour qu'il y ait une maturité, entre guillemets, complète, puis que tout soit bien connecté. 25 ans, c'est long, mais c'est nécessaire. Et quand on réalise que on m'envoie des enfants à 3 à 4 ans en disant ça va pas comme on veut, mais j'ai envie de dire, il reste 20, 22 ans avant qu'on soit capable. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté développementale, bien sûr, mais je trouve que ça va très, 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 très vite. Puis oui, il y a des jeunes qui ont eu des médications dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, pour que je découvre finalement que quand on me les envoie adolescents, que c'était pas du tout un TDAH, qu'on est passé complètement à côté, que par exemple, beaucoup de jeunes sont sous-diagnostiqués au niveau des troubles des apprentissages, donc des enfants qui sont en grande difficulté, dyslexie ou autre, puis qui n'arrivent pas à suivre à l'école, qui à un moment donné décrochent et s'agitent, donc on les étiquette, on les médicamente, ça va pas mieux. Ils n'ont pas besoin de ça. Non, c'est ça. C'était pas ça, la C'était source. pas ça. Mais t'imagines que on parle d'enfants donc, qui, pendant 10, 12 ans, prennent des trucs pour qu'au final, un spécialiste qui prend le temps de revoir toute l'histoire, parce que quand je les reçois, je repars de la naissance, puis même je parle du couple, de tout ça. Les parents sont toujours surpris mais en fait, là, on vient vous voir parce qu'il a 14 ans, puis ça va pas, puis vous nous parlez de quand il est né. Oui, mais parce que votre enfant, c'est pas juste ce que je vois là et ce que vous voyez là. C'est l'ensemble de l'environnement. Il a une histoire, c'est ça. Il a toute une histoire qui est essentielle. Puis moi, je veux voir dans son histoire, c'est quand les moments de fracture, entre guillemets, il y a des choses qui ont été difficiles. Et là, je me fais une idée j'essaye de faire du sens dans tout ça. Ça prend du temps. Donc, c'est aussi être une sorte de médecin permaculteur, dans le sens où, oui, j'ai besoin de connaître le terrain, puis des différentes pousses qu'il y a sur le terrain. La fratrie compte, qui sont les parents, c'est quoi leurs défis, leur histoire. Il y a des histoires de traumatisme transgénérationnel, mais ça pèse lourd. Il y a des enfants qui portent ces traumatismes familiaux-là sans avoir jamais rien entendu, mais on le sait effectivement que ça pèse. On parle beaucoup de l'épigénétique, mais en épigénétique, c'est ça. Il y a des études qui montrent que une grand-maman qui a vécu un traumatisme sexuel pendant l'enfance, si on regarde au niveau génétique, il y a cette trace-là au niveau de l'ADN
qu'elle a transmis à sa fille, à sa petite fille. C'est ça, donc on peut pas dire que notre histoire et de nos aïeux ne compte pas. Puis moi, on me demanderait juste de prendre une photographie de l'enfant et de dire « Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il bouge beaucoup. » Momentanément, là, ça. Ouais. C'est incroyable quand même. Tu sais, c'est beaucoup. Puis je suis certaine qu'il y a quand même plein de parents, parce que la plupart des parents sont très bien intentionnés, ils veulent bien faire, mais ça devient difficile dans un contexte comme ça de résister. On est au préscolaire pour les enfants qui bougent. On les étiquette déjà, puis on dit à risque de, peut-être que, puis si on n'embarque pas dans la machine, ben là, ça prend 1 an avant d'avoir une évaluation, donc c'est long. Est-ce que je vais le mettre en retard? Et puis si jamais je l'ai pas, ce diagnostic-là, est-ce que je lui nuis? Mais oui, c'est ça qu'on nous vend. C'est ça qu'on nous vend, que au plus tard on réagit, au pire ça va être. Quels parents normalement bienveillant courrait ce risque-là. Donc, je comprends complètement que le parent, alors qu'il est au bout de quelques semaines sollicité par l'enseignante de première année, va se précipiter chez le médecin. Mais c'est une réflexion de société qu'on doit avoir. Quand est-ce qu'on va dire arrêtons ça, puis repensons par exemple le système éducatif pour que ça colle plus avec les enfants de maintenant. C'est pas vrai que, oui, bien sûr, le fond de l'enfance est le même, les besoins, mais ces enfants-là de 2024 sont des enfants qui sont hyper stimulés quelque part, qui ont accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès dans les années 70-80. Donc, oui, l'enfance change en termes de à quoi ça ressemble. L'école a besoin de se questionner sur quel adulte et quel futur citoyen on a besoin. En tant qu'adulte, je pense qu'il faut qu'on change notre regard, notre lunette sur ce qu'est l'enfance aussi. Tu sais, on ne sait pas ce que c'est un enfant. Oui, c'est ça. Vraiment pas. Puis, même, on parle de petite enfance, là. Je suis certaine qu'autour de moi, je poserais la question, c'est quoi la petite enfance? Quelle est la durée de ça, de cette petite enfance-là? Non, ça parle pas. Ça parle pas, les gens savent pas. On dirait 2 ans, 3 ans avant qu'ils marchent. Neufeld parle de jusqu'à l'âge préscolaire. Tout à fait. Je suis un cours à Harvard à distance sur les stratégies mondiales d'intervention et on parle jusqu'à 8 ans. Ouais. Ben là, c'est quoi la petite enfance? C'est quoi la petite enfance? C'est avec la maturité, mais donc notre regard d'adulte sur ce que c'est déjà notre définition doit s'adapter sur quelque chose de plus réel, de plus vrai de ce qu'est l'enfance. On est encore dans une idée un petit peu livresque et romanesque d'un enfant. Alors, il y a soit les enfants qui sont vécus comme une sorte d'état de pureté, de perfection, une vision un petit peu... je dirais judéo-chrétienne. Puis de l'autre côté, il y a l'idée d'un enfant qui serait un être humain incomplet, puis qui doit être rempli, puis qui doit être boosté pour être un adulte adéquat. Tu sais, puis dans l'entre-deux, les vrais enfants, c'est-à-dire c'est ça, ils sont là-dedans. C'est-à-dire que l'enfant, ça paraît étrange de le dire, mais rappelons que l'enfant, c'est pas un mini-adulte, c'est pas un être incomplet, c'est un être humain, il fait partie du vivant, on est en interdépendance. Mais déjà, en disant ça, on voit tout le problème de considère-t-on vraiment toujours l'enfant comme notre égal en termes de droit? On dit l'enfant est sujet de droit. Faux. Ouais, c'est ça. Faux. L'enfant est un objet encore. On est très dans la réification de l'enfance. On réifie l'enfant comme on réifie la nature en se positionnant en tant que... C'est très adulto-centré. Alors, on dit que c'est anthropo-centré du côté de la nature. Vis-à-vis des enfants, c'est très adulto-centré. Donc, on se positionne là-dedans. Quand on parle d'un bris de fonctionnement, on a la réponse. L'enfant est une sorte de chose. Puis non, les droits fondamentaux de l'enfant, oui, il y a des endroits où ils sont encore plus bafoués, mais il est faux de se satisfaire de ce qu'on fait avec nos enfants actuellement. Ne serait-ce que quand j'entends qu'une maman m'appelle en disant... Mon fils était en retard parce qu'on vient de découvrir qu'il a des difficultés, il est en bilan, mais en attendant ça, pour rattraper son retard, l'enseignante le prive de la récréation et il rattrape son retard pendant la récréation. Ou
l'enfant a eu un comportement et il est privé du temps libre et de l'activité où tous les autres vont aller. Il ne va pas aller à la sortie. Ben, c'est comme si on disait à un professionnel, excuse-moi, ton rapport n'est pas rendu, t'as pas de pause. Je veux dire, c'est illégal la pause, ça fait partie d'un droit du travailleur. Alors oui, l'enfant, c'est pas son métier d'aller à l'école ni de travailler à l'école, mais ça pose aucun problème à un adulte de dire, ben, on va l'enfermer dans une pièce, tout seul ou avec quelqu'un qui va le surveiller pendant que les autres jouent. Puis après, on s'étonne que les autres reviennent, puis l'enfant, il est complètement crinqué, il n'a pas pu extérioriser son énergie, puis l'après-midi, c'est infernal. Ah oui, c'est comme si parce qu'on pourrait se comparer à pire, on banalise ce qu'on est en train de vivre ici. Complètement. Mais en soi, on parle de violence éducative ordinaire. Oui. Là, en soi, même ce terme-là, je comme aucune violence peut être éducative et ne peut être ordinaire. Non, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on appelle violence éducative ordinaire, tout ce qui est humiliation ou mettre de côté ou menace, les 1, 2, 3, les décomptes, ces choses-là. Et encore là, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, avec la parentalité vient la culpabilité. Si tu l'as fait une fois, c'est une fois à bout. On a tout. Oui, mais on a tous merdé, puis plus d'une fois. C'est ça. Mais c'est de banaliser ces choses-là, de les prendre pour quelque chose de normal. C'est là où on doit aller re-questionner notre sac à dos de valeurs, d'aller observer en tant que société ce qu'on accepte sans se re-questionner. Et c'est là où on en vient à dire qu'on ne respecte pas les droits de l'enfant. Vraiment pas. Vraiment c'est quelque chose, là. Ouais. C'est d'aller se reconnecter aussi avec leurs besoins fondamentaux. Puis avec quand même se reconnecter en soi avec... C'est comme si, parce qu'on est devenu adulte, on oubliait le fait qu'on a été enfant, mais on devrait toujours être cet enfant, c'est-à-dire que c'est pas être cet enfant, mais il est là en nous. Alors ça a été un peu galvaudé à certaines époques, un peu New Age, on parlait de l'enfant intérieur, mais ça partait d'un fondement essentiel. C'est vrai qu'on a en nous ce petit être qui a genre changé, évolué, mais il est toujours là avec ses rêves, son potentiel, ses trésors, ses ressources qui ne sont pas celles du voisin d'à côté et tous ces rêves. Donc en permaculture humaine, justement, Bernard Alonso, il parle de la zone 00, c'est-à-dire cette zone de 6, 7, 8 ans avant qu'on rentre dans le grand bain sociétal, puis qu'on mette tous nos masques, qui fait qu'on est devenus des adultes un peu en costume fabriqués. Et pourquoi, justement, puis c'est ce que j'explique dans le livre, quand les gens me disent « Oui, mais concrètement, vous dites pas ce qu'il faut faire, mais... » Non, je vous dis pas ce qu'il faut faire avec les enfants, je vous dis ce qu'il faut faire d'abord en tant que jardinier de l'enfance. Parce qu'on ne peut pas être des jardiniers de l'enfance juste en se focalisant sur la pousse. Il faut déjà se positionner en tant que jardinier épanoui, en tout cas, qui a réfléchi à qu'est-ce qu'il voulait. C'est quoi ses valeurs? C'est ça, c'est quoi mon intention? C'est pour ça que je résiste à toutes ces questions de concrètement, c'est quoi vos solutions? Si vous aviez un truc à donner, Dr Lamy, mais je peux pas répondre à ça dans le sens où c'est vraiment ce que le système néolibéral nous pousse à faire, à être dans la solutionnite aiguë, à répondre très très vite, à patcher, à éteindre des feux. Il faut qu'on arrête de vouloir rentrer dans cette temporalité-là, puis qu'on freine un bon coup, puis qu'on résiste, ou, comme je le dis, qu'on désobéisse créativement. Puis certains me disent « Ah oui, vous invitez les enfants à désobéir. » Non, les adultes à désobéir, dans le sens à se repositionner par rapport à ces injonctions en disant « Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je suis à contre-courant ?» Il y en a plein des parents qui me disent « Mais en fait, je m'y retrouve pas, tout ça. C'est pas moi, je trouve ça fait violence, je vais pas bien. » Ben alors arrêtons, puis essayons de nous mettre tous ensemble, faisons groupe par rapport à ça, plutôt que d'attendre que ça vienne du système qui nous donne les injonctions en se disant que peut-être un jour ils vont... J'y crois pas, donc partons de nous, de la base, du communautaire, du local, créons des paradigmes qui vont comme coexister les uns avec les autres, puis qui vont faire des petits, parce que le voisin va se dire « Hey, c'est donc ben hot », puis moi j'ai envie de rentrer dans
c'est ça, dans un paradigme plus joyeux, plus... Puis c'est pas genre, on n'est pas dans quelque chose d'utopique, ni... J'aime beaucoup Clément Rosset, qui est philosophe, qui parle de la joie, et qui dit que il n'y a de joie que contrariée, dans le sens où la joie émerge dans la banalité du quotidien, puis souvent dans les contrariétés, contrairement au bonheur, où tu sais, c'est genre le gros machin, mais la joie, ça surgit n'importe quand, puis quand on parle de « il n'y a de joie que contrariée », c'est où dans la parentalité, dans la relation à l'autre, on n'a pas un meilleur terrain de jeu que ça, d'être contrarié en permanence parce qu'il se joue avec notre enfant et nous-mêmes. Donc oui, il y a une parentalité joyeuse, puis c'est pas cucul-la-praline de dire ça, mais c'est essentiel de revenir à cette joie toute simple. Ah oui, absolument, parce que c'est ça, la parentalité, c'est un ensemble de défis, c'est challengeant, on le nommait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est beau. C'est un cadeau qu'ils nous font de se poser puis de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux. Ouais. Et puis, est-ce que le départ que j'ai pris dans la vie avant mes enfants, est-ce que c'est aligné? Moi, c'est une réflexion que j'ai eue en arrivant au Québec. Est-ce que celle que je suis avec mes enfants-là est alignée avec la petite Céline quand elle avait 10 ans? Puis c'est le Québec qui m'a permis de me réaligner puis de faire réémerger cette Céline-là, avec tous ses rêves, et oui, j'ai changé aussi, puis mes ados maintenant le disent, que je suis plus la même maman avec les plus petits. Il y a quelque chose qui s'est opéré, parce que justement, je m'autorise à être parfaitement imparfaite. Comme la nature. C'est ça, tu sais, à me dire, non, je suis pas la maman qui fait bien à manger. Bon, j'ai d'autres trucs cool, mais non, effectivement, ça, c'est pas mon truc. Puis d'assumer ça en me disant, je vais arrêter de vouloir être haute dans tout. Par contre, ce que je veux transmettre à mes enfants, je veux surtout qu'ils aient le sentiment que je les vois comme ils sont, et puis que moi, j'ai accepté ma vulnérabilité, puis que l'authenticité, c'est important, c'est toujours gagnant. Toujours gagnant. Ben oui, puis tu le nommais, en fait, puis ce que tu viens de donner comme exemple, c'est ce qu'on devrait souhaiter pour nos enfants, tu sais. L'excellence a comme pas sa place, ni pour l'enfance, ni pour le parent. Complètement. On devrait viser cette progression-là, cette croissance-là. Ouais. Tu parlais du plant de tomate puis du plant de basilic qui sont nécessaires l'un à l'autre. Tu sais, de le voir comme ça aussi. On apprend, quand il y a un enfant qui naît, un parent naît aussi. Complètement. Puis au deuxième, j'aurais pas cette chance-là. C'est pas la même chose. Mais c'est quand même ça. Le parent, il est différent. Il n'y a aucun enfant qui naît exactement dans la même famille. On grandit à travers ça, mais c'est d'accepter cette notion-là de progression et non d'excellence. Quand on vit cette excellence-là, on est constamment déçu au final. Mais ça s'arrête jamais. Tu sais, c'est comme l'injonction de sois la meilleure version de toi-même, toujours. Mais ça s'arrête quand? Quand est-ce qu'on décide que c'est la meilleure? Je suis pas capable de savoir c'est quoi la meilleure version de moi-même. C'est une version. Ah oui, c'est ça. J'avais noté, j'ai noté toutes sortes de choses. J'ai à peu près 50 post-it dans ce petit... Mais il me semble que, c'est ça, depuis longtemps, on confond les besoins incontournables de l'enfant avec un remplissage précoce d'informations. Tu sais, c'est aussi ça, tu sais, on voudrait... Il y a plein de parents ou d'enseignants, même je dirais parents de tout. Pour les plus petits, on est fiers qu'ils ont 3 ans, ils connaissent leur alphabet, ils comptent jusqu'à 50, Mais est-ce qu'ils ont un lien d'attachement sécure? Est-ce qu'ils ont de la place pour exprimer leurs émotions? À long terme, dans une vie, là, il va finir par compter jusqu'à 50. Oui. Mais par contre, exprimer ses émotions... C'est là que ça se passe. Exactement. Tu veux dire, il n'est jamais complètement trop tard, mais c'est là que c'est sain d'apprendre à le faire. Mais on confond éveil avec hyperstimulation. Ouais. Là encore, on a tellement peur que naturellement, les choses ne viennent pas, qu'on essaye de booster à coups de bébelles lumineuses qui font du bruit, multilingues, des fois que...
c'est quand même cool qu'à 5 ans, je maîtrise le mandarin, des fois que mon enfant soit ambassadeur, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi pas? Je veux dire, oui, l'enfant, il a un cerveau plastique, puis il absorbe, c'est cool, mais l'objectif, c'est pas d'en faire des singes savants, si ce n'est pour une sorte d'ego, mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'essentiel n'est pas assuré, mais l'accessoire et le superficiel, comme finalement dans la société en général, là on est envahi, on nous convainc de besoins complètement inutiles, parce que c'est monnayable, etc. Puis pour l'essentiel qui ne coûte rien, justement, mais on se rend compte que quand on ne l'a pas, à quel prix ensuite on vit, ou est-ce qu'on survit? On a l'impression que peut-être on les limite ou on leur a pas offert toutes les possibilités si on les a pas inscrits. J'ai échangé avec quelqu'un sur Instagram dernièrement qui me disait que, je pense que c'était sa belle-sœur, je sais plus, qui était allée voir le suivi à l'infirmière pour son suivi, puis l'infirmière était un peu offusquée que la petite de 18 mois n'ait jamais été en milieu de garde et ne soit pas inscrite à des cours d'éveil quelconque. Oui? Puis je me disais, mais, premièrement, 18 mois, ses besoins fondamentaux, c'est d'être avec son parent. C'est le besoin de connexion, c'est le besoin de jeu. Mais c'est justement ça, c'est que là, on a l'impression des fois qu'on leur met des limites parce qu'on les a pas exposés au basket, au soccer ou à autres structures comme ça. Mais au final... Maintenant, les recherches à l'appui nous le montrent, là, le cerveau. Puis là, t'es pédopsychiatre, je veux dire, t'es bien placé pour nous le renommer. Le cerveau se développe sainement quand il a de l'espace pour le jeu. Oui, puis de la sécurité affective, c'est-à-dire qu'un enfant hyper vigilant va être dans un mode survie. Donc, au niveau du cortex préfrontal, cette capacité de mobiliser des choses pour contrôler ses impulsions, pour apprendre, il ne pourra pas. Je veux dire, si tu es poursuivi par une panthère dans la jungle, tu n'es pas en train de te dire « alors le théorème de Pythagore, ça ne marche pas ». Donc, tu sais, c'est très logique et pourtant on l'oublie. Puis oui, le jeu, c'est le métier de l'enfant. Puis quand j'entends, lors d'une dernière chronique, un papa qui appelle en disant « non, le métier des enfants, c'est d'aller à l'école, puis c'est d'être élève ». Je suis désolée, c'est pas vrai. Puis je comprends que ça puisse heurter parce que les gens pourraient se dire « mais elle veut pas que les enfants aillent à l'école, c'est pas ça ». Mais c'est pas leur métier. Non, du tout, du tout. Ils y vont, mais le métier de l'enfant, longtemps, c'est de jouer. C'est tout. C'est Pauline Kergomar qui le disait, mais je suis vraiment d'accord avec ça. C'est par le jeu. Et pourquoi? C'est parce que l'enfant qui joue, il est créatif, il n'a pas de limites, il coopère, et puis il est dans une sorte d'enthousiasme et de plaisir qui stimule le circuit de la dopamine, si on veut parler scientifique, qui est le circuit du plaisir. Puis la dopamine va faire qu'on revient à la tâche parce qu'on a le goût de se redonner du plaisir. Mais c'est pas, effectivement, en répétant toujours la même phrase ou en l'écrivant 10 fois qu'on va créer de la dopamine. Peut-être, certains, ça les stimule beaucoup, c'est très bien, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc oui, quand un enfant joue, il apprend. Donc il y a des pédagogies qui sont centrées là-dessus, puis le fait d'être aussi, on parlait tantôt dans le beau, je pense à la pédagogie Waldorf, entre autres, où il y a vraiment cette idée esthétique de confronter les enfants au beau, à l'art, parce que ça vient justement stimuler toute cette sphère, puis ce plaisir de faire. Et en même temps qu'ils sont dans ce plaisir, ils apprennent. Donc, je sais pas, moi, je fais du crochet, j'apprends à compter. Je dessine quelque chose au niveau anatomique, j'apprends en même temps. Mais tu sais, il y a le souci du beau. Puis c'est ce qu'on se disait off tantôt. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent ne pas être dignes du beau, comme si le beau, c'était réservé à certaines personnes dans le monde, certaines classes sociales. Puis il y a des enfants qui, quand ils arrivent dans mon bureau, puis qu'ils voient les plantes, les petits objets, c'est comme « waouh !» Puis tu sens que ça ouvre cette envie de se déposer, de dire, puis du plaisir. Donc là aussi, ça questionne au niveau de l'éducation à l'école.
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler ça, puis faire en sorte qu'ils arrivent dans un endroit qu'ils trouvent beau, qu'ils trouvent stimulant, puis qu'ils participent à ce beau aussi, pas juste de façon très passive. Puis où est-ce qu'on peut être confronté au beau gratuitement et à l'émerveillement? Eh bien, c'est la nature. Elle est parfaite pour ça. On n'a pas besoin de décoration complexe. Donc oui, aller en nature de plus en plus avec les élèves, ben, ça participe de cet émerveillement. Je pense qu'il y a, oui, l'art évidemment, mais si on n'a pas accès à ça pour plein de raisons, ben, la nature, c'est bien cool. La nature et l'art aussi. Exact. Elle est créatrice. C'est le principe du beau dans tout, en fait. Ah oui. Ouais. Cultiver l'émerveillement, en fait, là, c'est tellement... on le nommait dans un autre épisode aussi, à quel point c'est un des meilleurs gestes éducatifs qu'on peut faire. Parce que, comme tu l'expliquais, avec cette hormone-là du plaisir aussi, quand je suis dans le plaisir, j'ai envie de continuer. Donc, si on cultive l'émerveillement de nos enfants pendant le processus d'apprentissage, bien, naturellement, ils ont envie d'y rester, ils ont envie de continuer. Puis ils engagent pas que leur cerveau, ils engagent tout leur corps. On engage nos sens dans l'émerveillement. Puis c'est aussi quelque chose dont on est cruellement privé, on se prive et on est handicapé des sens à l'âge adulte. Puis c'est ce qui fait que entrer en relation avec l'autre, raisonner avec l'autre, ça implique tous nos sens. Puis on a comme, là on est probablement, le toucher par exemple. Est-ce qu'on est encore capable de saisir, de sentir les choses avec nos doigts, etc. C'est très compliqué. On est très auditif, pour certains très visuel, mais la relation humaine, ça engage tous nos sens. Puis les enfants, ils savent faire ça. Quand tu les vois dans la nature, c'est tout leur corps qu'ils engagent. Puis à partir de la première année, on leur dit, c'est terminé, t'es un cerveau sur pattes. Tu t'assois, puis tu te coupes là. Ah, c'est une énorme coupure. Hein. C'est très violent. Donc il y en a qui sont dociles, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais qui sont raisonnables, parce que, voilà, ils ont l'idée qu'il ne faut pas décevoir, et puis tout ça. Puis il y en a qui n'y arrivent pas, et puis tant mieux, parce que ça questionne sur qu'est-ce qu'on leur fait subir, en fait. Puis je dis subir vraiment, parce qu'on est dans un moment critique par rapport à l'enfance. On parlait des droits, etc. Et c'est pour ça, on me demandait pourquoi le drame des enfants parfaits, c'est pas un peu abusé? En fait, je dis que c'est presque un euphémisme, le mot drame, parce que je pense qu'on est vraiment dans une crise de l'enfance, comme on est dans une crise écologique, c'est-à-dire qu'on fait à la nature, comme je le redis, la même chose qu'on fait avec l'enfance. On les réifie, on tarit leurs sources, puis on essaye ensuite d'en faire un petit peu ce qu'on veut, tout en disant, si tu résistes, alors, de toute façon, tu vas céder. Ouais. C'est hallucinant. C'est ça, pareil, on essaie comme de les faire rentrer pour que nous, on puisse aller à la vitesse qu'on veut, au final. Là, puis on passe par tous les moyens. Puis ça commence tôt, tu sais. Oui. Puis je le sais, là, que justement, c'est que ça demande énormément de re-questionnement. Puis ça demande là, de transformer beaucoup de choses. Ça se fait pas en un instant. Puis ça demande de mobiliser toutes sortes d'affaires. Mais ça commence à la base, c'est ça, tu sais, le congé de maternité, de grosse, tu sais, c'est jusqu'à 9 mois, puis après ça, c'est parti, là. C'est en milieu de garde, principalement. Après ça, l'école, le service de garde. Une fois qu'on est lancé, la machine est lancée, c'est terminé. Mais ça prend, on pourrait se dire, OK, mais moi, je me sens un peu seule dans cette décision de ralentir ou en tout cas de dire stop. Mais c'est très possible d'être dans nos communautés puis de se dire, OK, on va se regrouper et résister. La semaine dernière, j'étais avec un groupe qui a dit, OK, nous, Docteur Lamy, là, on choisit en tant que parents, quelles que soient nos difficultés, nos enjeux personnels, y compris économiques ou autres, pour nos enfants, de résister et de désobéir. Et c'est parce qu'on va être les uns avec les autres à ça et à porter les enjeux et les embûches que ce sera vivable. Ouais. Le village. Le village. On va
pas pouvoir y arriver tout seul dans nos maisons en disant « Ok, moi, je décide là, d'être un parent plus conscient. » Puis oui, c'est chouette. Mais c'est dur. Ben, c'est tellement dur, vraiment. Ouais. Parce que, tu sais, on parlait de Marion Cuerck tout à l'heure, oui. qui est une Française qui vit maintenant en Suède, puis qui est une spécialiste des droits de l'enfant. Puis elle nous présente la Suède comme exemple, dans le sens où ces gens-là, maintenant, sont dans un paradigme de relation. Donc, c'est vraiment la relation avec l'enfant qui est au cœur de leur conception de société, au cœur de leur décision de société. L'ensemble de la société est réfléchi pour convenir autant à l'adulte qu'à l'enfant. Mais surtout centré sur la vulnérabilité quand même de l'enfance. Mais tu l'as très bien dit, c'est une décision sociétale. Mais on pourrait le faire ici, c'est-à-dire qu'on est rendu à un point de crise, mais qui n'est pas encore assez, qui n'est pas reconnu par le gouvernement, a tendance à minimiser en disant on fait ce qu'on peut, etc., c'est correct. Mais non, parce que c'est critique, alors c'est le moment d'un point de vue sociétal, plutôt que toujours de parler des Scandinaves en disant mais pourquoi on ne serait pas les Vikings québécois? Non, mais pour vrai. Puis d'être pionnier en disant les Québécois ont décidé qu'il y a eu un changement dans leur société, ils ont centré autour des vulnérables, notamment des enfants, puis ils ont reconstruit tout un paradigme, mais ça, même on parle dans l'urbanisme, dans la façon dont les villes sont construites, pas accueillantes pour les enfants. C'est important qu'un enfant puisse laisser sa trace dans un lieu, dans le sens de créer son histoire. Tu sais, quand on était dans nos jardins, moi je me souviens que dans le jardin de mes grands-parents, il y avait cet arbre, il y avait le puits, mais c'est toute mon histoire qui a été construite autour de ces endroits. Mais est-ce que, si on y réfléchit, nos enfants ont ces lieux-là pour construire leur histoire, laisser une trace, se sentir accueillis et bienvenus? Mais c'est ça, ils sont accueillis dans leur monde virtuel. Ils se réfugient. Puis ils les construisent, tu sais, les Sims et tout ça. Là, je veux dire, quand tu vois l'attrait pour ça, mais en même temps, tu construis un endroit hot où tu es bienvenu. Où tu as l'espace d'être qui tu es. Oui. Parce que c'est ça, ça passe par tout le regard aussi. Des fois, je réfléchis, je suis témoin de choses quand les enfants sont patients ou les enfants sont clients. Mais en fait, on les respecte pas comme tels. Tu sais, on accompagne nos enfants chez le médecin, chez le dentiste, puis on s'adresse à nous. Oui. Puis des fois, je me dis, mais c'est lui que tu vas traiter tout à l'heure. Ça, c'est un grand problème aussi de certains parents qui m'écrivent en disant est-ce que mon enfant doit venir? Puis là, moi, je suis toujours déboussolée quand on me dit ça. Je comprends pas cette question. Alors, je leur dis, il peut y avoir un temps, par exemple, où je vais vous recevoir en tant que parent, peut-être un rendez-vous différent, mais il est évident que cet enfant, votre enfant, je vais le voir, puis je vais le voir tout seul. Ou pourquoi vous avez besoin qu'on soit là tous les deux? Ou pourquoi, je comprends pas pourquoi vous parlez depuis la naissance, parce que le problème, ça date juste depuis 1 an. Oui, mais c'est ça, on parle d'une rencontre, en fait. Il y a un problème de considération. Vraiment. Là. Puis là, je vois le livre de l'infantisme de Leila Benoît, mais on est vraiment là-dedans. C'est une discrimination vis-à-vis des enfants qui sont pas considérés, en fait, où l'adulte est dans l'idée que c'est lui qui sait pour l'enfant, que les décisions sont toujours les meilleures, puis on leur donne pas la parole. Et quand la porte se ferme de mon bureau, je le dis toujours, vous seriez surpris, parents, de ce que votre enfant et adolescent dit, de sa perception de la vie, de la société. Puis les adultes me disent toujours, j'imagine, il se plaint de ses parents, il chiale. Non. Oui, bien sûr, on a le petit temps, genre, mes parents sont des cons, enfin, je veux dire, on l'a tous dit, donc voilà. Mais non, ils se questionnent sur le sens de leur vie, sur la foi, la spiritualité, c'est incroyable. Je veux dire, c'est des philosophes, les enfants. Oui, naturellement. Vraiment. Ils se questionnent sur tout. Puis comment on peut oser penser que c'est des végétaux inertes? C'est un peu ça quand on est dans cette posture adultocentrée. Oui.
C'est dans les petites choses, tu sais, puis c'est ça, on veut pas te taper sur la tête, c'est juste que c'est tellement culturel qu'on les voit plus, ces petits gestes-là. Non, c'est ça. On arrive à quelque part, dis bonjour à la dame. C'est ça. Pourquoi la dame te dit pas bonjour? Exact, ouais. Je vais à l'épicerie, Ouais. attention, c'est, excusez, elle s'est mise devant vous. Non, je suis la grande, je vais porter une attention particulière à ne pas foncer dans les enfants avec mon panier. Tu sais, C'est toutes des postures à réfléchir, ça prend du temps, mais c'est nécessaire, vraiment, nécessaire. De changer ce regard-là sur l'enfance en général. Vraiment. Tantôt, tu disais, on ne connaît pas l'enfance. Non. T'as l'impression qu'il faut aller remettre quoi de l'avant, là, à la base? Tu sais, qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi l'enfance? Ben, en venant, là, sur le trajet, j'étais en train de m'enregistrer pour un 3e livre. Okay. Et justement, c'est quoi un enfant? Est-ce que... Puis si je demande aux gens, je pense qu'ils savent pas tant, je dis les termes qualité de l'enfant, mais dans le sens la nature de l'enfant, donc l'émerveillement, l'enthousiasme, la curiosité, tout ce qui est cassé, en fait. La curiosité, c'est un vilain défaut. D'où ça sort, cette expression-là, pour briser... Je sais pas si on emploie ça au Québec, mais en France, j'ai été élevée... C'est une expression qu'on dit aux enfants qui posent une question. La curiosité est un vilain défaut. Ben voyons donc. Dans le fond, c'est que c'est notre inconfort, en fait, le problème par rapport à ça. Puis l'émerveillement, le côté enthousiaste, c'est de la lenteur. Puis c'est comme, mais non, mais on n'a pas le temps de regarder la coccinelle ou le nuage en forme de lapin. Les enfants ont un regard naturellement naïf, mais qui questionne le monde. C'est se re-questionner, oui, sur c'est quoi un enfant. Ouais. Enfin, c'est qui un enfant plutôt que quoi, parce que justement, ça apporte... Mais c'est qui l'enfant? C'est qui cet enfant, en fait, en face de moi? Oui, puis c'est ça, la réponse n'est pas universelle. Il y a des choses, il y a les besoins de base. Il y a des choses de base, c'est ça. Mais c'est une rencontre singulière. Puis je dis souvent, pensez à ça, chaque fois que vous croisez un enfant dans la rue, accordez-lui ce regard qui dit « je te vois comme tu es ». Ça peut tout changer pour un enfant. Moi, j'ai souvenir dans certains moments de mon enfance, pas toujours simples, de ces adultes qui ont été fondateurs par leur regard dans le fait que je me suis dit, j'ai de la valeur. Donc, c'est con, mais on croise un enfant, ben on le regarde. C'est beau, c'est ça. On en revient à l'idée de la considération puis de leur place. Je te vois. Oui, respecter leurs droits. Bon. Hey Céline, il y aura une suite à tout ça. Hein? On sait que c'est pas fini. Tu as fondé le collectif. Oui, l'enfance n'est pas une maladie. N'est pas une maladie. Dont le prénom va changer. Ah oui? C'est ça. Okay. C'est ce qu'on. L'enfance n'est pas une maladie. C'est sûr que ça parle de plein de choses, mais je voulais pas que le collectif soit uniquement centré sur la question du surdiagnostic ou de la maladie au sens stricto sensu. Donc là, on est en train de brainstormer pour quelque chose d'un peu plus punchy. Puis c'est un peu comme ça que je présentais sur les réseaux sociaux. C'est comme des fois, tu as l'idée d'un prénom pour ton bébé, puis quand tu lui vois la binette, tu changes complètement. Ben, c'est là, fait. C'est qu'avec l'ampleur que c'est en train de prendre, on sent que le prénom du bébé va changer. Mais la mission reste la même, c'est-à-dire de sensibiliser encore et toujours sur les besoins de l'enfance. Ça paraît très simple, mais actuellement, c'est complexe. Ce retour à la base, là, est nécessaire. Plus complexe qu'on ne le pense, donc ça va... J'ai envie de les nommer un peu pour toi. Qu'est-ce qui est fondamental? C'est spontanément, ici, je valorise. Je remets de l'avant parce que je pense qu'on a... C'est même pas une question de choisir de valoriser. C'est essentiel. C'est là l'attachement. Oui. L'attachement. L'adulte comme responsable aussi de cet attachement-là. Je pense puis garant aussi d'être guide et accompagnateur de cette croissance. Et guide, du coup, c'est discipline. Disciplina, c'est le guide, la relation du maître à l'élève. Donc, c'est bête à dire, mais cette discipline, le mot a été complètement transformé. Et autorité, ça vient de augere, qui veut dire faire croître. Donc, on est garant de ça. Oui, d'une autorité et d'une discipline, mais pas d'un autoritarisme et de coercition. Non, tout a été mélangé. C'est comme, tantôt, on se nommait avant aussi, tu sais, horizontalité, verticalité. L'adulte
a une position hiérarchique sur l'enfant. Elle est naturelle, elle est nécessaire, mais elle doit servir à prendre soin. Voilà. Pas à dominer ou à écraser. C'est ça. Donc, on revient à attachement, jeu. Oui. Jeu qui est toujours là. Puis j'aurais envie de nommer l'expression des émotions. L'émotion est mouvement, l'émotion est nécessaire. C'est ce qui nous active. C'est ce qui fait qu'on va vers quelque chose, qu'on exprime ce qu'on est. On est touché différemment par les choses. Puis les enfants étant êtres uniques, justement, mais pour aller à la rencontre de cet être unique-là, il faut laisser de la place à l'expression des émotions. Puis le beau, je rajouterais. Le beau, la joie, et on a parlé, l'enchantement. Je pense que faut réenchanter la vie, notre vie. Puis c'est pas, là encore, je reprends l'expression cucul-la-praline, malgré tous les défis, puis les douleurs, les choses compliquées, mais réenchanter notre vie d'une façon ou d'une autre, c'est important. Puis c'est pas voir avec des lunettes roses, c'est important parce que les enfants sont vraiment privés très tôt de cet enchantement-là. Puis ça veut pas dire être aveugle par rapport à ce qui se joue, mais je pense qu'ils ont quand même le droit d'une période enchantée. Ouais. Absolument. Réenchanter la vie. Ouais, réenchanter la vie. J'ai envie que ce soit le mot de la fin. Oui, on parfait. souhaite à tout le monde de réenchanter leur vie et la vie de leurs enfants. Ouais. On pourrait parier que tout le monde en ressortira gagnant. Sûr. Alors, merci vraiment beaucoup pour ce bel échange. Très sympathique. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.